Bonjour, je suis heureux de vous retrouver et également de retrouver ici l'ambassadeur Berthaud qui a servi en Afghanistan. Et nous allons donc pouvoir étudier de près la situation dans ce pays qui peut-être est sorti d'une longue de longues années de guerre, d'un grand cauchemar, ou peut-être n'est-il pas encore, comme on dit, sorti de l'auberge. Alors quelle est aujourd'hui la situation de l'Afghanistan, monsieur l'ambassadeur? Vous connaissez plusieurs des membres du nouveau gouvernement. S'agit-il vraiment du nouveau gouvernement ou faut-il s'attendre à de nouvelles nominations? Et autre question, ce gouvernement est-il celui qui avait été annoncé, c'est-à-dire inclusif? On a fait avec ce nouveau gouvernement un peu du neuf avec de l'ancien. Il y a quelques surprises dans l'annonce par rapport à ce que l'on escomptait, quelques petites surprises, c'est-à-dire qu'on pensait que le Mollah Baradar, qui avait été à la tête des négociations politiques au Qatar avec les Américains et qui donc avait joué un rôle tout à fait prépondérant en amont de la conquête, ou de la fin de la conquête, parce que cette conquête, ça fait plusieurs années qu'elle était tout de même en route. On pensait qu'il allait être nommé numéro 2, parce que le numéro 1, c'est donc Akhundzada, qui est un mollah, lui aussi, et qui va servir de leader suprême, c'est-à-dire qu'il remplace ce que faisait autrefois le Mullah Omar, donc comme guide en quelque sorte spirituel, mais qui n'est pas dans le gouvernement. Ça, donc c'est ce qui était prévu et c'est ce qu'on a. En revanche, donc au niveau du gouvernement, on a un Premier ministre qui n'est pas celui que l'on escomptait, le mollah Hassan. Ce mollah, il se trouve que je l'ai bien connu lorsque je discutais avec les talibans, et je décris dans mon livre d'ailleurs des conversations que j'ai eues avec lui lorsqu'il était gouverneur de Kandahar. J'étais allé le voir parce que je me préoccupais beaucoup d'essayer de trouver un moyen de sauver 2 jeunes hommes français qui avaient une vingtaine d'années, qui travaillaient pour une ONG française et qui avaient été très innocemment capturés à la suite d'une dénonciation de voisins pour avoir été présents lors d'une petite réunion avec un jus d'orange et des cacahuètes pour remercier les femmes afghanes de l'ONG et à l'occasion du départ de jeunes filles françaises. Donc j'avais été trouver ce mollah parce que je savais qu'il était très proche du Mullah Omar, le guide suprême, et il était réputé pour être plutôt sectaire et rétrograde, ce qui, dans le paysage de l'époque et de maintenant aussi, était tout à fait naturel. Mais je me suis dit, parlons, parce que si on ne parle pas, on n'obtiendra rien. Donc j'étais allé le voir. Et en fait, au début, il était très obtus et il me disait, c'est la charia, les femmes, etc., il ne devait pas. Et donc, il sera puni, et il sera sans doute par le châtiment suprême. Alors, je lui ai fait observer que c'était inacceptable pour l'opinion française au premier chef, et puis pour l'opinion internationale, et que ça paraissait très disproportionné. J'ai utilisé un langage de logique et de raison, les droits de l'homme, etc. Ça ne fonctionnait pas. Alors après, j'ai quand même eu l'idée de lui... Il se trouve que je connais bien l'islam, c'est une religion que je connais pour avoir lu énormément de choses sur la vie du prophète, je connais très bien le Coran, etc. Et c'est une religion qui m'intéresse et que je respecte. Et ça, il l'a senti. Et j'ai commencé à lui parler de la clémence du prophète. Et là, j'ai senti tout à fait ébranlé à partir de ce moment-là. Et il m'a dit, écoutez, enfin, il ne l'a pas dit tout de suite, mais au moment où il me raccompagnait, il m'a dit, je vois que vous êtes vraiment inquiet pour vos 2 petits jeunes gens. Ne vous en faites pas, on va trouver une solution. Alors, je savais qu'ils étaient sauvés. Il m'a dit, ça va peut-être prendre quelques jours parce qu'il faut que j'en parle, mais vous inquiétez pas. Et donc, vous voyez... Ils ont été sauvés? Oui. Ils ont été expulsés quelques jours après. Parce qu'il leur fallait un peu de palabre entre eux, la décision était prise quand même, ils étaient en prison. Bon, donc,
Voilà, il fallait les sortir. Mais cela dit, je donne cet exemple, hein, il y en a d'autres dans mon ouvrage, parce que ça montre une chose, c'est que, bien sûr, ce sont des fondamentalistes très rigides, mais si on leur parle avec leur langage et à partir de leur propre idéologie, parce qu'il faut admettre que la nôtre est incompréhensible à leurs yeux. Là, ça fait quand même 13 siècles qu'ils sont dans un islam dont la lecture est celle des Saoudiens. Ce sont des Déobandis. Déoband, c'est une petite ville du nord de l'Inde où il y avait des madrassas à partir du 19e siècle qui professaient une interprétation religieuse de l'islam extrêmement proche du wahhabisme saoudien. Donc il n'y a vraiment pas grand-chose de plus rigide que ça. Donc si on connaît l'islam, on peut parler à partir de l'islam et voir dans quelle mesure on peut aménager les choses dans une logique qui n'est pas nécessairement la nôtre, mais qui est la leur. Vous avez été pour la première fois en poste à Kaboul en 79, c'est ça? Oui, j'ai vu arriver les soviétiques. J'étais tout jeune diplomate, je venais d'être recruté. Et on m'avait envoyé, on se débarrasse des jeunes diplomates en les envoyant dans des endroits impossibles. En fait, j'étais ravi d'aller en Afghanistan parce que j'aimais déjà l'Orient et le monde arabo-musulman aussi. Et ensuite, vous êtes toujours resté en lien après, on m'a collé une étiquette au front. Après Kaboul, on m'a envoyé à Alger. D'Alger, j'étais en Syrie, j'étais au Maroc 2 fois, une fois à l'ambassade, une autre fois comme consul général à Tanger. J'ai aussi été consul général à Karachi, j'étais ambassadeur, j'ai dirigé l'ambassade à Kaboul vers la fin de ma carrière, puis après j'étais ambassadeur au Brunei, j'ai dirigé l'ambassade en Azerbaïdjan, mais je fais une exception, j'ai été à Rome Saint-Siège, où je m'intéressais beaucoup au dialogue entre les chrétiens, enfin les catholiques et les musulmans. Donc effectivement, voilà, j'ai été marqué au fer rouge depuis, parce qu'on se dit, vous connaissez bien le monde islamique, donc on continue à et ça me convenait très bien, je dois dire, j'ai choisi beaucoup de ces postes, on ne me les a pas imposés, j'étais heureux d'approfondir. C'est pas une exception qu'on nomme un spécialiste dans un poste qui lui convient, parce qu'il arrive aussi qu'on apprenne que des diplomates sont envoyés dans un pays dont ils ne parlent pas la langue, par exemple. Non, mais c'est très amusant. Le Quai d'Orsay, parfois, fait des fantaisies. Lorsque j'ai passé le concours des affaires étrangères, j'avais une amie à Sciences Po qui était sinisante, qui parlait merveilleusement le chinois, le mandarin. Et elle avait demandé d'être évidemment en poste à Pékin, à Singapour, à Hong Kong. Et on lui a dit, mais vous êtes vraiment un peu trop insistante, on va vous envoyer à Buenos Aires. Et elle ne parlait pas l'espagnol. C'est ce que je voulais dire. Alors revenons à ce gouvernement. Donc il n'est pas inclusif, pour quelle raison? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est très compliqué de nommer, alors qu'ils viennent de gagner la guerre, une guerre de 20 ans. Ils ont triomphé des Américains. Et donc, au fond, ils peuvent se dire, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre des personnages alors qu'on est des vainqueurs? Donc ça, c'est la loi du vainqueur. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, ça marque quand même un manque de considération pour les accords qui ont eu lieu au Qatar, où il avait quand même beaucoup été question de ça. Troisièmement, là, je n'ai pas toutes les données des discussions actuelles, mais en vérité, s'ils avaient pris le docteur Abdullah, un ancien ministre des Affaires étrangères de Massoud lorsqu'il était dans l'opposition et qu'il avait un rôle important, ou Ahmed Karzai, qui a été le premier président après la chute des talibans et qui est resté à la présidence pendant 10 ans, s'ils avaient fait ça, naturellement, l'un comme l'autre aurait demandé à ne pas être une potiche. Et donc, il a dû y avoir des discussions là-dessus, parce que les deux sont restés à Kaboul, après la chute de Kaboul. C'est courageux. Et donc, voilà, ça a pu achoper dans les discussions, mais il faut ajouter qu'il s'agit d'un gouvernement intérimaire. Et à chaque fois qu'ils ont, j'ai écouté ça en persan, à chaque fois qu'ils ont annoncé le nom
d'un ministre, ils ont dit intérimaire. Ah oui. Donc, ça veut dire que ça peut évoluer. Ça peut d'autant plus évoluer que de toute façon, ils n'ont pas annoncé la totalité du gouvernement, mais les postes les plus importants. Alors maintenant, il faut analyser ce que ça veut dire. Donc, le Mollah Hassan, qui était ce fameux gouverneur de Kandahar que j'étais allé rencontrer, etc., au sujet de ces deux jeunes gens, puis que j'ai vu à d'autres occasions après, est un personnage donc avec lequel une discussion est possible. C'est intéressant de le noter. Le Mollah Mottaki, qui était ministre de l'Information et de la Culture, dont je parle abondamment dans mon livre parce que je décris mes efforts infructueux pour sauver les Bouddhas de Bamiyan, qui ont été détruits, comme chacun sait, à l'explosif, ces Bouddhas monumentaux et cette perte immense pour l'humanité. Il était conscient, puisque vous en parlez, il était conscient des dégâts que cela causerait à l'image des talibans et aussi au patrimoine. Vous savez, quand j'ai appris que leur intention, parce que ça m'a été révélé en amont, heureusement, personne ne le savait, mais je l'ai su par un conservateur, le conservateur du musée de Kaboul, qui est accouru en toute hâte, et donc j'ai été le premier à le savoir et à alerter tout le monde. Et donc, parce qu'à l'époque, oui, il y a quand même une chose qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, j'étais le seul diplomate occidental à avoir des discussions avec les talibans, puisque tous les autres avaient fermé leur ambassade définitivement. Alors je faisais des missions à Kaboul. Je ne voulais pas que j'y habite non plus en permanence, parce que ça aurait été un signe de reconnaissance un peu trop marqué. Donc au départ, je le faisais à partir du bureau des ambassadeurs itinérants à Paris, au Quai d'Orsay. Et plus tard, on a estimé, à tort d'ailleurs, que je devais le faire à partir d'Islamabad, pour être au plus près de l'Afghanistan. Donc voilà, en 2 périodes, j'ai passé 2 ans au bureau des ambassadeurs itinérants et 1 an et demi à Islamabad. Et voilà. Donc pour en revenir au statut. Ah oui, les statuts, pardon. Je faisais des digressions. Donc, le Mollah Mottaki, ce ministre de la Culture, évidemment, comme à tous les autres, quand je suis arrivé à Kaboul, pour leur dire, j'ai vu les affaires étrangères, la culture, d'abord un vice-ministre des Affaires étrangères, parce que le ministre des Affaires étrangères était très gêné de me rencontrer, et parce qu'il se sentait un peu morveux, pour dire la vérité. Parce que ces décisions ont été prises à Kandahar, et pas par le gouvernement de Kaboul, où il y avait à l'époque pas mal de gens modérés. J'ai vu au body language du ministre de la Culture qu'en fait, tous les arguments que je lui présentais, il en était déjà convaincu. Et donc, il me tenait un discours complètement en langue de bois. Il s'emberlificotait dans un discours qui ne voulait rien dire. Mais j'ai bien vu qu'il était terriblement embarrassé. Et en fait, le ministre des Affaires étrangères que j'ai vu un peu après m'a dit « Je vous donne ma parole d'honneur qu'ils ne seront pas détruits, vous m'avez convaincu, etc. » Et le même soir, 1 heure après, il m'a dit je vous raccompagne et j'appelle le Mullah Omar. Et malheureusement, j'étais accompagné, j'avais convaincu l'ambassadeur de Grèce et l'ambassadeur d'Italie de venir avec moi. Donc on était 3, et pour faire poids un peu et faire nombre. Et parce qu'il faisait partie d'un comité exécutif, d'une organisation de protection des biens culturels, etc. Et à un moment donné, j'ai dit, écoutez, si vraiment ça vous pose problème, que des gens puissent se prosterner devant ces Bouddhas, ils ne viennent que regarder leur beauté, mais ça, il faut que vous l'admettiez, il n'y a personne qui va venir se prosterner. C'était autrefois des objets, enfin des reliques sacrées, des monuments sacrés, aujourd'hui ça ne l'est pas. Et je leur dis, si vraiment il faut ça, je suis sûr qu'on trouvera les moyens, que la communauté internationale finance des rideaux ou un mur, qu'on ne les voit que le mur pivote. On trouvera une solution pour vous être agréable. Et ça a été rapporté au Mullah Omar par le ministre des Affaires étrangères. Et là, ça, malheureusement, quelque chose que j'ai beaucoup regretté, c'est que Ben Laden était, je l'ai appris que plus tard évidemment, Ben Laden ce jour-là était dans le bureau du Mullah Omar. Et Ben Laden lui a dit, voyez ce que font les Occidentaux, ils sont prêts à dépenser des fortunes pour mettre un mur devant les Bouddhas, devant ce tas de pierres, et ils s'en prennent à votre peuple. Et voilà,
Ce sont un peu les hasards d'une histoire malheureuse. Oui. Alors, quelles sont les perspectives aujourd'hui si, je pense qu'on n'est pas de boule de cristal, vous parlez des déjeuners avec les talibans. Est-ce que vous avez l'impression que ceux d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes que ceux qui ont cassé ces statues? Ce sont les mêmes. D'abord, il y en a certains qui sont physiquement les mêmes. Et que vous connaissez? Oui, que je connais, dont je parle dans mon livre. Et je montre à la fois leur rigidité et aussi, à travers les descriptions que je fais, je montre qu'il y a à la fois une dimension d'inhumanité et de la petite part d'humanité qu'il y a aussi dans l'inhumanité. Parce que rien n'est simple dans l'être humain. Et donc il y a un abîme dans lequel il peut y avoir, je raconte ça sur le ministre de la Santé, comment je suis parvenu à le convaincre d'ouvrir les hôpitaux, 7 hôpitaux de Kaboul aux femmes. Puis juste après, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'hôpitaux pour les femmes? Les femmes n'avaient pas le droit d'aller à l'hôpital, parce que comme il n'y avait plus de médecins femmes qui évidemment avaient fui, il n'était pas question qu'elles aillent dans un hôpital pour être soignées par des hommes. Et donc c'était totalement ubuesque. Et ça me révoltait, bien entendu, comme n'importe quel autre occidental aurait été révolté. Et j'ai fait tout ce que je pouvais pour essayer d'améliorer la condition des femmes, y compris vis-à-vis des écoles. Il y avait beaucoup d'écoles clandestines. Enfin bon. Et là, vous voyez qu'on pouvait arriver quand même, et c'est ça que je décris. Parce que, si vous voulez, je crois qu'en Occident, forcément, dans la mesure où le schéma intellectuel, idéologique, religieux même, nous échappe par définition, parce que c'est une société qui est restée prostrée dans une sorte de Moyen-Âge de la pensée, puisqu'il veut revenir à l'islam des origines. Mais ça veut dire lapidation, ça veut dire ça voulait dire ça. Bon, en même temps, il faut voir, lapidation, certes, la moindre lapidation est une chose abominable, mais si on compare ce qui est comparable, je cite dans mon livre des chiffres très précis, dans la même période de temps, les Saoudiens ont procédé à 11 fois plus d'exécutions, genre couper les mains, les pieds, les lapidations, etc. Et voilà. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles les talibans, qui étaient très avides de reconnaissance internationale, parce qu'ils estimaient être chez eux, et qu'on les reconnaisse au même titre qu'on reconnaissait le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, qui au fond étaient dotés de références à la charia qui étaient tout à fait identiques à celles qu'ils avaient bien l'intention de mettre en place. Vous voyez à quel point c'est compliqué, parce que tout ça c'est une affaire de perception occidentale. Et alors, enfin, la question c'est, est-ce qu'ils vont revenir à leurs errements du passé ou pas? Parce qu'ils ont besoin de l'aide internationale. Et cette aide ne leur sera donnée que si le gouvernement est inclusif, s'ils arrêtent les châtiments, si les femmes peuvent aller à l'école et tout ça. Les talibans ont compris une chose, c'est que la société afghane, pendant ces 20 dernières années, a évolué, qu'elle s'est frottée à certains modèles occidentaux. Et ils ont compris aussi que la communauté internationale, puisqu'ils l'avaient appris à leurs dépens, n'acceptera pas trop de débordements. Donc on voit dans les toutes premières orientations du régime des choses qui nous déplaisent beaucoup, des images qui sont fort désagréables, mais on voit aussi une chose qu'on ne voyait pas il y a 25 ans quand ils ont pris le pouvoir à Kaboul. On voit que les filles pourront continuer à aller à l'école, alors qu'il n'y avait pas de filles à l'école il y a 25 ans, parce qu'elles devaient rester chez elles, point barre. Donc ça, c'est un changement très important, qu'il y aura des zones réservées aux femmes dans les hôpitaux. Voilà, donc si vous voulez, on voit déjà les signes de la prise de conscience qu'ils ne peuvent pas faire les choses de la même façon qu'il y a 25 ans. Et les rapports avec Daesh, alors, quelle est, à votre avis, la situation de Daesh actuellement ? Alors, il y a, à la faveur, si on peut dire, de l'occupation étrangère, il y a des éléments dans la région, que ce soit en Afghanistan ou dans les pays limitrophes et essentiellement au Pakistan, qui ont voulu rompre avec les talibans,
parce qu'ils estimaient que le combat n'était pas suffisamment djihadiste. Donc ils ont rallié Daesh. Évidemment, les talibans considèrent Daesh comme un ennemi juré. Mais c'est une grosse menace pour eux ou... C'est une petite menace qu'il faut prendre tout à fait au sérieux, parce que, comme toute menace, elle peut grandir. Donc, mais en même temps, maintenant, la situation est beaucoup plus facile à gérer pour les talibans. Ils ne géraient qu'une partie du pays, si bien que des cellules dormantes ou actives de Daesh s'étaient réfugiées dans la capitale, qui était aux mains des Occidentaux, et sans trop faire de bruit, mais en faisant quand même des explosions absolument redoutables et en massacrant beaucoup de gens dans les mosquées chiites, etc., pour déstabiliser le régime taliban. Et maintenant, Daesh va pouvoir être combattu. Les services de renseignement des talibans, c'est la première chose qu'ils ont organisée bien avant d'annoncer avant-hier leur gouvernement. Ils ont structuré et annoncé, mis en place les services de renseignement qui sont extraordinairement bien organisés. Donc ils devraient ne pas avoir trop de difficultés à mettre Daesh à bas. Et la culture du pavot va continuer de plus belle, la production d'héroïne, d'opium? Alors la culture du pavot, en vérité, n'est pas dans l'ADN des talibans. Et là, il faut remonter à l'histoire. Il y avait toujours du hashish, les gens fumaient du hashish, mais c'était vraiment après un peu médicinal, un peu une vieille habitude tribale. Oui, ce sont les Américains qui en... Alors voilà, c'est ça, c'est les Américains qui, à un moment donné, ont dit aux Pakistanais qui aidaient la résistance afghane, au moment de... là, on remonte à l'époque soviétique. Quand les Soviétiques occupent l'Afghanistan, on essaye de monter, il y a 7 partis moudjahidines à Peshawar. Derrière, il y a l'ISI, les services de renseignement pakistanais, et les Américains qui financent, grosso modo. Et à un moment donné, ça coûtait beaucoup d'argent, tout cet effort de guerre. Et les Américains ont fait comprendre au Pakistan que s'ils voulaient favoriser un peu de l'histoire d'opium, etc. Pour le vendre aux soldats russes. Pour le vendre ou ailleurs, hein, ça permettrait d'avoir de l'autofinancement. Ça a commencé comme ça. Hein. Et ensuite... après, il faut voir ce que font les paysans. Si c'est mieux de faire des céréales ou du pavot, et s'ils gagnent plus d'argent avec le pavot, un peu plus, parce qu'ils sont restés misérables. Ce n'est pas eux qui gagnent l'argent, c'est évidemment les trafiquants et tout ce qui va à l'export. Et donc, petit à petit, le pavot, et donc tous ses dérivés, là, évidemment l'héroïne, tout ça, et puis après les amphétamines, tout ça s'est mis à grossir au fur et à mesure des guerres. Parce qu'on est dans une guerre civile depuis 43 ans. Elle s'est terminée il y a 3 jours, la guerre civile. Et donc, voilà, quand les talibans sont arrivés au pouvoir, il y avait déjà du pavot qui avait été planté par les anciens moudjahidines, tous ces chefs de guerre qui s'entre-déchiraient après le départ des Russes. Donc les talibans ont un peu continué parce qu'il fallait bien vivre. Je veux dire, les paysans voulaient continuer. Les talibans ne pouvaient pas les empêcher. Et à un moment donné, alors ça a été aussi une des choses où la communauté internationale de l'époque, le peu de gens qui parlaient avec les talibans sont quand même arrivés à les convaincre que ce n'était pas islamique, que ça n'allait pas, que la communauté internationale ne pourrait pas les aider ou jamais les reconnaître s'ils continuaient, parce que c'était déjà 80%, à l'époque, il y a 25 ans, de la production mondiale d'héroïne. En bref, pour terminer cette émission, monsieur l'ambassadeur, comment voyez-vous l'Afghanistan évoluer dans les 6 mois ou dans l'année qui vient? Je pense que le régime va s'efforcer de suivre le modèle saoudien, qui sera très inconfortable pour certaines catégories de la population, en particulier pour les populations des villes, et je pense particulièrement aux femmes éduquées dans les villes, qui ne sont pas la majorité, hein, parce qu'il y a quand même... l'Afghanistan est un pays où les femmes restent très majoritairement analphabètes, et donc peu concernées par tout ça. Mais néanmoins, donc ça c'est très gênant, mais je pense qu'ils vont tout de même essayer de s'efforcer de mettre un petit peu de modération. Mais il ne faut pas oublier que tous les gens qui viennent nommés sont des mollahs et que le modèle qu'ils ont en tête, c'est celui de l'Arabie saoudite.
Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, d'avoir accepté notre invitation. J'attire l'attention sur votre livre « Déjeuner avec les talibans ». Alors, je ne connais pas la cuisine afghane, mais j'imagine qu'elle doit être aussi très particulière. Elle est très intéressante parce qu'elle elle est faite d'influences persanes, d'influences mogholes et de certaines influences chinoises. Il y a des plats délicieux à base de sortes de pâtes qui doivent venir de la nuit des temps. Bien, si tout se passe bien en Afghanistan, ce qu'on ne peut que souhaiter, peut-être que les touristes français et autres pourront un jour y aller, y retourner. Je ne vois pas ça comme une perspective très prochaine, malheureusement. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. À bientôt, Monsieur l'ambassadeur. Merci d'avoir suivi cette émission. À bientôt.